6 mois après leur désignation, les membres du panel des facilitateurs de l'Union africaine ainsi que la médiation africaine se sont retrouvés pour la première fois à Kinshasa autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son bureau de la Cité de l'Union africaine. La délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine était constituée de 4 anciens chefs d'État, à savoir Oyoki Elenia Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. 6 mois après leur désignation, les membres du panel des facilitateurs de l'Union africaine ainsi que la médiation africaine se sont retrouvés pour la première fois à Kinshasa autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son bureau de la Cité de l'Union africaine. La délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine était constituée de 4 anciens chefs d'État, à savoir Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Madame Salewok Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Dr Makweti Eric Massissi, ancien président du Botswana, et Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Ont également pris part à cette séance de travail le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la coopération et des Togolais de l'étranger, représentant le médiateur Faure Gnassingbé, ainsi que l'ambassadeur de la Commission de l'Union africaine. Kinshasa est la première étape d'une tournée dans la région des Grands Lacs avec pour objectif de renforcer les différents processus de paix en cours en vue d'obtenir la désescalade et le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC. Nous sommes venus à Kinshasa, qui est la première étape de notre tournée dans la région des Grands Lacs et des pays concernés par la situation dans l'est de la RDC. Comme panel des facilitateurs de l'Union africaine. Le président, son Excellence, Monsieur le Président, nous a fait un état des lieux de la situation et nous a donné aussi ses perspectives. Et on a eu une discussion autour de cela. Je voudrais ici préciser que nous sommes ici, en terre congolaise de la RDC, comme médiation de l'Union africaine. Parfois, il y a une confusion, il y a un médiateur et que fait le panel des facilitateurs. Il n'y a qu'une médiation de l'Union africaine qui est conduite par son Excellence, Monsieur le Président du Conseil du Togo, et un panel de facilitateurs qui est composé de 5 anciens chefs d'État, dont 2 femmes, je le souligne. Et donc, c'est cette médiation, la médiation de l'Union africaine, qui est en marche, qui est en œuvre, et c'est pour cela que nous nous trouvons aujourd'hui en RDC. Pour l'équipe du facilitateur, la démarche est loin d'être une initiative de plus. Tout ce processus converge vers la restauration d'une paix durable dans l'est de la RDC et par extension de toute la région des Grands Lacs. Mais ceci dit, dans la recherche d'une solution pérenne, toutes les initiatives sont bonnes. Et d'autant qu'elle s'adresse à rétablir la paix dont cette région a tant besoin et ce pays a tant besoin. Donc, ce qui a été signé à Washington ou à Doha converge dans la même direction. Tout en saluant l'initiative, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a religieusement écouté ses interlocuteurs et renouvelé la volonté de son pays de vivre en paix avec ses voisins. Convaincu que les solutions africaines doivent être au cœur du règlement de la crise, le président de la République a également rappelé à ses hôtes les différentes initiatives qu'il a prises en vue de maintenir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, ainsi que le respect de ses engagements dans différents processus. De résolution dont il a été saisi. Je donne la parole aux membres du Conseil souhaitant la prendre avant le vote et je commence par la France. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à l'action déterminée de Madame Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO pendant près de 6 ans.
Je souhaiterais également remercier l'ensemble des membres du Conseil pour leur implication résolue dans le cadre de cette négociation. Comme à son habitude, la France s'est efforcée de tenir compte des positions de l'ensemble des membres du Conseil pour obtenir un produit de consensus. Ce Conseil a été amené à négocier ce projet de résolution dans des conditions inhabituelles. Vendredi dernier encore, nous nous réunissions alors même que le M23 poursuivait son offensive dans le sud Kivu, après avoir conquis Uvira, avec le soutien des forces rwandaises de défense. Cette situation a naturellement eu un impact sur le cours des négociations. Monsieur le Président, le projet de résolution qui sera soumis au vote vise à inscrire la MONUSCO en première ligne dans le soutien aux efforts de paix, ceux de l'Union africaine et de la médiation du Togo, ceux des organisations sous-régionales et de leurs facilitateurs, et, enfin, bien sûr, ceux des États-Unis et du Qatar. S'agissant de la vérification du cessez-le-feu, le projet adopte une approche séquencée. La MONUSCO est autorisée dès maintenant à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui au mécanisme agréé par les parties à Doha et à sa composante régionale. Dans quelques mois, ce Conseil aura l'occasion de se prononcer de nouveau sur les modalités de cette implication. Il le fera sur le fondement de propositions du secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette approche reflète une volonté de compromis entre les diverses positions exprimées lors de la négociation dans un esprit de responsabilité. Enfin, le texte rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement de la MONUSCO et à l'exercice de son mandat sont inacceptables. Ce Conseil devra se montrer prêt à agir si ces restrictions venaient à se poursuivre. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui représente une page importante pour la MONUSCO qui ne pourra porter ses fruits qu'en fonction de progrès concrets sur le terrain. Face à la gravité et à l'urgence de la situation et à l'instar de cette résolution, la France appelle l'ensemble des parties à honorer leurs engagements en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans la région du Grand Lac, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Je vais à présent mettre le projet de résolution aux voix. Que les délégations pour le projet de résolution publié sous la cote S/2025/824 veuillent bien lever la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Dont il a été saisi. Je donne la parole aux membres du Conseil souhaitant la prendre avant le vote et je commence par la France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à l'action déterminée de Madame Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO pendant près de 6 ans.
Je souhaiterais également remercier l'ensemble des membres du Conseil pour leur implication résolue dans le cadre de cette négociation. Comme à son habitude, la France s'est efforcée de tenir compte des positions de l'ensemble des membres du Conseil pour obtenir un produit de consensus. Ce Conseil a été amené à négocier ce projet de résolution dans des conditions inhabituelles. Vendredi dernier encore, nous nous réunissions alors même que le M23 poursuivait son offensive dans le sud Kivu, après avoir conquis Uvira, avec le soutien des forces rwandaises de défense. Cette situation a naturellement eu un impact sur le cours des négociations. Monsieur le Président, le projet de résolution qui sera soumis au vote vise à inscrire la MONUSCO en première ligne dans le soutien aux efforts de paix, ceux de l'Union africaine et de la médiation du Togo, ceux des organisations sous-régionales et de leurs facilitateurs, et, enfin, bien sûr, ceux des États-Unis et du Qatar. S'agissant de la vérification du cessez-le-feu, le projet adopte une approche séquencée. La MONUSCO est autorisée dès maintenant à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui au mécanisme agréé par les parties à Doha et à sa composante régionale. Dans quelques mois, ce Conseil aura l'occasion de se prononcer de nouveau sur les modalités de cette implication. Il le fera sur le fondement de propositions du secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette approche reflète une volonté de compromis entre les diverses positions exprimées lors de la négociation dans un esprit de responsabilité. Enfin, le texte rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement de la MONUSCO et à l'exercice de son mandat sont inacceptables. Ce Conseil devra se montrer prêt à agir si ces restrictions venaient à se poursuivre. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui représente une page importante pour la MONUSCO qui ne pourra porter ses fruits qu'en fonction de progrès concrets sur le terrain. Face à la gravité et à l'urgence de la situation et à l'instar de cette résolution, la France appelle l'ensemble des parties à honorer leurs engagements en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans la région du Grand Lac, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Je vais à présent mettre le projet de résolution aux voix. Que les délégations pour le projet de résolution publié sous la cote S/2025/824 veuillent bien lever la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour.
condamnation à mort est une sentence que notre Parlement ne peut pas accepter. Mais n'oublions pas que la République démocratique du Congo est un État souverain avec une justice souveraine. Et concernant cette tentative de coup d'État, la RDC a dû faire face à une atteinte grave commise à l'encontre de ses institutions démocratiques. De plus, M. Wando est condamné en première instance et vient de faire appel. Donc la justice congolaise n'a pas encore rendu son verdict définitif. Alors franchement, pourquoi ce Parlement se précipite-t-il pour s'ingérer dans une affaire judiciaire qui ne relève en rien de sa compétence? Vous me permettrez de douter, n'est-ce pas, pour cacher ces incohérences. Car pendant que nous débattons ici d'un cas personnel, Kinshasa fait face à une guerre meurtrière à l'est au Kivu, où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, réélu très démocratiquement avec 99,18% des voix, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien, à moins qu'on ne découvre bientôt dans ce Parlement ou à la Commission un Rwanda Gate après le Qatar Gate. Aujourd'hui, vous demandez la justice pour ce présumé putschiste, c'est votre droit. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé la nuit de ce dimanche ici à New York. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État a pris ses quartiers dans Manhattan en attendant d'entamer une semaine de travail très chargée aux Nations Unies. Désigné vice-président de l'Assemblée générale cette année, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a la lourde tâche de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement et de présider certaines réunions des commissions des Nations Unies. La folie, c'est faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Continuer à répéter les mêmes récits accusateurs tout en ignorant les causes profondes du conflit n'apporteront pas la paix ni au peuple de la RDC ni à notre région. Le Rwanda rejette les accusations non fondées portées contre lui, néanmoins continuera de s'engager de manière constructive afin de veiller que la sécurité, la responsabilité et la protection des civils demeurent au cœur de toute initiative dans l'objectif de rétablir la paix et la dignité des populations de la région dans les Grands Lacs. Nous exhortons donc les États membres à rejeter les approches politisées et à soutenir un engagement équilibré fondé sur les faits et la coopération. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. Avec les cartels de pilleurs de cobalt, c'est une enquête publiée par nos confrères Joanne Tilwin et Olivier Liffrand d'Africa Intelligence qui fait beaucoup parler en RDC et c'est le choix du JTA. L'un de ses auteurs est avec nous. Olivier Liffrand, bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, qui contrôle les mines de cuivre et de cobalt de Lualaba? Parce que vous dites que dans cette enquête que des officiers supérieurs et des inspecteurs mandatés par Kinshasa se sont vus refuser l'accès à une mine congolaise officiellement suspendue depuis 2023. Alors en fait, on parle dans cette enquête d'un groupe kazakh qui s'appelle ERG, et en fait, il y a plusieurs filiales qui sont actives en RDC.
Et sur l'un des sites qui est géré par cette filiale, en fait, il y a eu une visite d'une délégation de Kinshasa pour enquêter sur ce qui se passe dans ces mines-là. Et en fait, ces gens-là, cette délégation qui est composée d'officiers, de personnes quand même d'officiels, en fait, s'est vu refuser l'accès par des personnes de la garde républicaine qui leur ont dit c'est hors de question parce que en fait, sur cette zone, il s'avère qu'il y a des opérateurs étrangers qui extraient illégalement du cobalt et du cuivre, alors que c'est une concession qui appartient à ERG. Alors justement, vous parlez de la garde républicaine qui est censée assurer la sécurité du président, mais c'est eux qui surveillent des mines dans le sud de la RDC. Comment expliquer cela? Comment on est arrivé là? Ça fait plusieurs années en fait que se murmurait la présence de personnes de la GR comme on dit, et en fait il s'est révélé que cette présence est massive et entoure énormément de concessions qui encore une fois appartiennent à ERG, mais c'est pas uniquement le cas de ERG, il y a aussi d'autres groupes miniers qui ont le même problème, et en fait cette garde républicaine protège les intérêts, on va dire, des personnes, des opérateurs qui extraient illégalement le cobalt et le cuivre. Alors, vous expliquez que dans l'ex-Katanga, l'exploitation illégale de cuivre et de cobalt représente une perte de près de 2 milliards de dollars par an pour un minier kazakh comme ERG, qui avait certaines concessions dans la région. Alors, expliquez-nous comment ça se passe exactement. Alors, en fait, cette estimation, elle est tirée d'un rapport interne sur lequel se base en partie l'enquête, d'un rapport interne de RG, et en fait, qui documente avec précision le pillage qui a lieu dans les différentes concessions du groupe, au Lualaba et au Katanga. Donc, ces deux provinces qui font partie de l'ex-Grand Katanga. Donc, c'est eux-mêmes qui évaluent leur manque à gagner à 2 milliards de dollars. Et on parle quand même, effectivement, ça fait 150 millions de dollars par mois, donc c'est une manne considérable qui profite à un certain nombre d'opérateurs étrangers qui sont parfois en lien, justement, avec des personnalités locales ou proches du pouvoir. Justement, le groupe kazakh ERG a enquêté. Vous avez eu accès aux documents. Il incrimine des cartels, donc libanais et chinois, mais aussi une partie de l'élite congolaise et notamment plusieurs des frères du président. Que leur reproche-t-on exactement? Alors, en fait, c'est le rapport de RG qui mentionne explicitement les différents frères du président Tshisekedi, comme étant partie liée justement à ces cartels chinois ou libanais. Eux démentent formellement toute implication dans cette extraction illégale. En revanche, bien sûr, on les a contactés, on a cherché à connaître leur point de vue. En revanche, ce qui paraît établi pour le moment, qui est avec absolument certitude, c'est au-delà du rapport de RG, c'est qu'en tout cas il y a une présence des frères dans le Katanga, parce qu'en fait ce qu'on sait c'est que par exemple Christian Tshisekedi ou Thierry Tshisekedi ont approché ERG, sont en contact avec eux parfois pour leur proposer des contrats pour sécuriser leurs concessions, justement pour faire le ménage dans toute cette situation. Donc ils sont présents. Le rapport interne dit qu'ils sont partie liés avec les cartels chinois-libanais, ce que eux démentent formellement. Oui, ils démentent. Face à la polémique, le président Tshisekedi a fait part de sa colère même face à ses frères. Donc lui ne serait pas impliqué, le président, mais il a récemment tenté de reprendre la main, voyage au Kazakhstan, accord avec la GKMIN également. Mais a-t-il encore les moyens politiques et militaires de reprendre le contrôle de ces concessions? En fait, ce qu'on a essayé d'expliquer dans l'article, c'est que cette situation commence à exposer le président. Ça commence à le mettre en difficulté parce qu'il y a même une plainte qui a été déposée à Bruxelles justement pour ces histoires de spoliation minière et qui vise explicitement. Le problème, c'est que c'est allé tellement loin, l'enchevêtrement d'acteurs, d'opérateurs illégaux qui sont actifs actuellement au Katanga, c'est devenu très complexe et en fait, ils bénéficient de protections très puissantes, dont la GR. Et résultat, lorsqu'on envoie des délégations pour enquêter sur place, on se fait refuser l'accès par la même garde républicaine. Donc ça devient très compliqué en fait. On parlait des cartels libanais et chinois. Qui sont-ils exactement? Alors le plus souvent, c'est des opérateurs qui sont présents de longue date en fait dans la province. Et il y en a. Alors il y a par exemple côté chinois, c'est ce qu'on raconte dans l'article. Il y a un certain Fali, un certain Ken, un certain Monsieur Soleil. Enfin c'est le surnom qui s'est donné.
Côté libanais, on a aussi 2 frères, donc c'est Wissam et Bassel Saad, qui opèrent aussi avec un dénommé Ismaël Al-Farhan. Et en fait, tous opèrent parfois avec l'appui de militaires de la 22e région militaire ou avec l'appui de gardes républicains. Bref, tout ceci s'imbrique et fait un imbroglio auquel beaucoup de personnes, disons, ont du mal à déceler la situation. Et ce scandale pourrait entacher durablement l'image de Félix Tshisekedi dans le pays et à l'étranger. En vérité, c'est une histoire qui est connue. Les premiers articles que j'ai écrits sur ce sujet datent quand même d'il y a 2 ans, en fait. Donc là, on rajoute un élément de plus grâce à ce rapport interne de RG qui détaille avec force et précision tout ce qui se trame. Mais en réalité, c'est déjà connu et ça commence déjà à faire du bruit. Et au Katanga, les gens sont déjà mécontents, en fait, de ce qu'ils appellent un... Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.